Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Bienvenue dans ce workshop sur le SQL. Je me présente, je m'appelle Antoine, je fais partie du corps professoral de chez DataBird. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez m'indiquer dans le chat si vous m'entendez bien? Je vois des bonjours, du coup j'ai l'impression qu'on m'entend. Je suppose qu'aussi. Ok, super. Super, génial. Si tout le monde m'entend, si vous voyez bien mon écran. Du coup, je vais vous partager la présentation du jour et on va pouvoir commencer directement. Alors, encore une fois, bienvenue. Au sommaire aujourd'hui, petite introduction pour vous présenter DataBird et me présenter, et puis on rentrera tout de suite dans le vif du sujet d'ici 5 minutes avec une introduction au SQL un peu théorique, et puis on n'y passera pas trop de temps parce que le SQL, c'est un langage de programmation, et l'objectif, c'est que vous puissiez bien avoir une introduction à ce langage et vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et pour cela, du coup, je vous ferai une démo en live où on essaiera ensemble de comprendre comment est-ce qu'on peut analyser le comportement des utilisateurs Netflix. Voilà, j'ai essayé de prendre un exemple vraiment d'un cas concret qu'on pourrait retrouver dans une entreprise que vous connaîtriez probablement toutes et tous. Et puis, on terminera avec un petit cadeau à la fin de ce workshop qui vous sera envoyé directement sur votre mail. Allez, c'est parti. Petite présentation de DataBird en quelques mots. Pour ceux et celles qui ne nous connaîtriez pas, DataBird, c'est un organisme de formation. On est spécialisé en data, notamment en data analyse. Ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on existe et on propose à des personnes de bien les aider à se reconvertir, à monter en compétences sur des sujets data, comme par exemple SQL. DataBird, en quelques chiffres, c'est maintenant, on va dire, un petit peu plus de 4000 étudiants qu'on a accompagnés, que ce soit dans nos bootcamps, que ce soit en présentiel, en distanciel, que ce soit aussi en B2B avec des entreprises. On travaille avec Leroy Merlin, par exemple, en ce moment, avec Accor. On a pu travailler avec des écoles aussi comme HEC. Euh, je pense que la plupart de nos apprenants ont été contents. À vrai dire, pour que vous le sachiez, avant de travailler pour DataBird, j'étais étudiant chez DataBird et j'en suis sorti ravi puisque j'ai intégré l'équipe il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Alors, je crois que la note, si vous la regardez sur Google Avis, elle a un peu évolué. On est à 4,8 maintenant, avec plus de 600 avis, mais peu importe. L'idée, c'est de vous montrer qu'on est très content de pouvoir aider nos apprenants et qu'en général, nos apprenants sont aussi très contents des formations qu'ils ont suivies avec nous et pour la plupart ont pu, on va dire, soit trouver un nouveau travail s'ils étaient en reconversion ou bien améliorer un petit peu leur quotidien s'ils étaient déjà en poste, puisqu'on a un taux d'employabilité de 93% 6 mois après nos formations. La data, c'est vraiment notre spécialité, c'est notre cœur de métier. Euh, on vient vraiment essayer d'apprendre à qui le veut, selon évidemment votre niveau, hein, que ce soit des débutants totaux ou bien à des personnes expérimentées. Voilà, essayer d'enseigner différentes choses sur la data. Notre formation cœur, c'est vraiment la formation de reconversion en data analyse. Aujourd'hui, on propose vraiment des formations qui vont pouvoir permettre à des personnes qui n'ont pas forcément déjà programmé, qui ne connaissent pas forcément l'univers de la data, en 2 mois, 3 mois, 6 mois, selon le format de formation, pouvoir avoir toutes les clés en main pour bien devenir data analyst. Pour cela, on voit différentes choses, différents modules. Vous voyez tout qui apparaît à l'écran, notamment un module qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est un module d'extraction et de manipulation de données en SQL. C'est vraiment ce qu'on va découvrir. Pour simplement faire une parenthèse de pourquoi est-ce que j'avais envie de vous présenter ça durant ce workshop aujourd'hui, c'est parce que en fait, le SQL, c'est vraiment dans notre parcours cœur, c'est vraiment dans notre parcours métier, pour une raison très simple, c'est que c'est le langage le plus utilisé par les data analystes aujourd'hui. Et du coup, ça fait une transition toute faite sur le sujet du jour, sur ce qui nous intéresse. Faisons ensemble une petite introduction à SQL. Alors, juste avant cela, j'ai oublié de vous le préciser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet questions et j'y répondrai à la fin de notre présentation. On se prendra une petite dizaine de minutes, plus si besoin, pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Alors, SQL, quel est son objectif? Et déjà, qu'est-ce que c'est en fait pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas?
SQL, ça veut dire Structured Query Language. C'est un langage. Déjà, il faut comprendre que c'est un langage comme le français, c'est-à-dire que bien, c'est une manière de communiquer, sauf qu'on ne l'utilise pas très souvent pour communiquer entre humains comme on utiliserait le français, mais on l'utilise pour communiquer avec notre ordinateur, notamment avec ce qu'on appelle des bases de données relationnelles complexes. On verra par la suite ce que ça veut dire. En vrai, l'idée, c'est de pouvoir maîtriser SQL pour notamment extraire, comme je le disais avant, des données pertinentes pour répondre à des problématiques business. La fin de cette phrase est super importante selon moi parce que c'est très bien de savoir coder, c'est très bien de savoir faire des analyses, mais en vérité, les analyses, on a envie de les faire, on a envie de prendre du temps pour les faire, on a envie de prendre du temps pour coder, on a envie de prendre du temps pour automatiser tout ça, pour que ça réponde à un besoin. Et très souvent, ce besoin, c'est une problématique qu'on pourrait avoir dans notre entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on a envie de faire du SQL et pourquoi pas un autre langage? On aurait pu se dire, eh bien, j'ai peut-être envie d'apprendre du Python, ou pourquoi un langage de programmation et pas un outil no-code ou un outil low-code comme Power BI, comme Tableau par exemple? Eh bien, en fait, SQL, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le langage phare pour pouvoir extraire et manipuler de la donnée. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a envie d'extraire et manipuler de la donnée? Eh bien, parce que la data, en fait, il y en a partout. Je peux penser au fait qu'aujourd'hui, eh bien, la data, c'est quoi? C'est de la donnée et la définition d'une donnée, c'est simplement, eh bien, une information un petit peu brute. De la donnée, ça peut être mon profit, ça peut être, qui soit stocké dans un tableau Excel, mais ça peut très bien être le parcours que j'ai fait, avec, ma nouvelle Clio 3 qui est enregistré dans mon GPS. Je suis parti de Paris et je suis arrivé à Barcelone. Bon, j'ai beaucoup conduit. Globalement, ça, c'est de la donnée. En fait, la donnée, on peut penser qu'elle vient de vraiment énormément d'endroits différents, notamment avec l'évolution des technologies qui nous permet, eh bien, de récolter de la donnée, comme je le disais, par exemple, dans votre GPS, directement dans votre voiture, sur votre téléphone, tous vos messages, c'est de la donnée. Enfin bref, il y en a partout. On arrive à la stocker, et cela pour pas cher, notamment avec l'apparition d'une technologie qu'on appelle le cloud. Le cloud, c'est pas de la donnée qui est stockée dans les nuages, hein. C'est en fait le principe de se dire que on va avoir des grosses entreprises comme Google et Amazon, par exemple, qui ont des super grands entrepôts avec plein de serveurs qui sont des ordinateurs spécialisés dans le stockage de la donnée. Et grâce à Internet, eh bien, nous, on va pouvoir récupérer nos données qui nous appartiennent, mais qui seraient stockées, eh bien, à des endroits différents qu'à côté de chez nous, dans ces fameux entrepôts. Et qui dit des grands entrepôts avec plein d'ordinateurs, dit économie d'échelle, et donc ça coûte moins cher. Enfin bref, l'idée, c'est de se dire qu'on a de la data partout, ça coûte pas cher, et en plus, on l'utilise dans tous les domaines. Je pourrais penser à une analyse de ma campagne marketing, je pourrais penser à une analyse de mon profit, de mon PNL en finance, je pourrais penser à faire une analyse eh bien, de mon stock, je pourrais penser à faire une analyse des salaires pour vérifier qu'il y a bien parité salariale dans mon entreprise. En fait, je peux penser à vraiment un peu tout et n'importe quoi. Et c'est de se dire que la data, c'est vraiment un domaine transversal et stratégique pour prendre des décisions au global. Et donc, en fait, peu importe votre parcours, il y aura toujours une utilisation de la data et c'est ça qui est super intéressant. Alors, pourquoi SQL et pas autre chose, comme je le disais? Parce que SQL, c'est vraiment le langage phare pour venir récupérer de la donnée qui serait stockée quelque part et l'analyser. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'analyse et la manipulation de la donnée, faire de la prédiction avec du machine learning par exemple, il vous faudra apprendre Python. Si vous voulez restituer des analyses facilement pour des personnes qui ne sauraient pas coder, vous pourriez utiliser des outils comme Tableau et Power BI. Mais dans tous les cas, au départ, vous allez vouloir utiliser SQL. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas data analyst, eh bien, vous pourriez être marketing analyst, vous pourriez tout simplement être contrôleur de gestion, vous pourriez être, je ne sais pas moi, même une personne enfin, qui travaille dans une boulangerie et qui veut essayer d'analyser si la production elle est idéale. Vous pourriez être manager d'une équipe. En fait, n'importe qui peut avoir envie et besoin de comprendre comment coder en SQL
pour pouvoir faire certes ces analyses-là, mais pour aussi comprendre, eh bien, potentiellement, si on est manager, comment nos employés travaillent pour faire ces analyses. Comprendre comment est-ce qu'on récupère des données, quand est-ce qu'il est possible de les récupérer ou non, combien de temps ça va prendre. En fait, apprendre le SQL, ce n'est pas juste savoir le faire, mais c'est savoir aussi anticiper ce qu'on peut faire avec et potentiellement comment est-ce qu'une personne qui maîtriserait complètement la technologie pourrait nous aider. Alors, prenons un peu un exemple. Imaginons qu'on est embauché par Netflix pour les aider à choisir le contenu à diffuser en 2025. C'est un peu leur grande problématique du moment. Et l'entreprise a bien évidemment besoin de garder une trace des informations un peu importantes pour eux. Vous l'imaginez bien, en tant que grande entreprise, Netflix vont avoir plein de données, par exemple des données sur leur contenu. Donc si le contenu actuel qui est sur votre plateforme Netflix en France, est-ce que déjà c'est un film ou une série? Quel est le titre? Quels sont les acteurs qui jouent? Quel est le genre? Quelle est la date de sortie? Combien de temps ça dure? Mais il peut y avoir plein d'autres données aussi dans Netflix. On peut avoir des données sur les utilisateurs, savoir quel est le nom et le prénom de la personne qui s'est inscrite, pour combien de temps, avec quelle typologie d'abonnement. Enfin bref, tout ça, c'est des données qui vont être dans la base de données de Netflix. Mais comment faire pour stocker ces données? C'est un peu la question qu'on se pose. Et alors, un premier exemple qu'on pourrait avoir en tête, c'est se dire, bon, je vais ouvrir un fichier Excel, que vous connaissez toutes et tous très probablement. Si vous ne connaissez pas le format Excel, c'est tout simplement un tableur avec des cases, des lignes et des colonnes. Et dans chaque colonne, je vais venir indiquer dans chaque case en dessous eh bien, certaines informations. Alors, c'est un moyen très simple de classer tout ça, mais on peut se confronter à un problème très, très rapidement. C'est déjà que ça va être un peu long de tout rentrer, parce qu'effectivement, il faut penser que, en fait, Netflix, il a un problème, c'est qu'il a plusieurs millions d'utilisateurs par jour qui vont venir visionner, des informations sur la plateforme. Des informations, des vidéos, des films, des séries, peu importe. Et du coup, il va falloir rentrer un nombre d'informations incalculable, heu, tout ça dans un fichier Excel. Alors, l'autre problème, c'est que forcément, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, dans le cadre de votre travail, ou pas forcément, hein, d'ouvrir un fichier Excel qui contiendrait plusieurs dizaines de milliers de lignes, ça ne marche pas. Ça pète parce qu'en fait, l'outil n'est pas fait pour ça. Et donc la solution pour résoudre ce problème, c'est d'utiliser ce qu'on appelle ces fameuses bases de données relationnelles. Alors, pour faire très simple, c'est globalement, quelque chose qui ressemblerait, plus ou moins à ça. Si je prenais, une base de données de Netflix, en gros, l'idée, c'est de ranger notre donnée de manière propre, en enlevant un peu tous les doublons possibles des informations qu'on collecte et réduire aussi le taux d'erreur possible, puisque les données, on va essayer de faire en sorte qu'elles soient rentrées automatiquement et de ne pas les rentrer à la main comme on le ferait, par exemple, pour Excel. Si je regarde un petit peu cette base de données-là, en fait, l'idée, ce serait eh bien de se dire que, OK, on va ranger un peu nos informations, on va ranger un peu nos données et se dire qu'on va avoir, eh bien, à chaque fois une table ici qui soit connectée à une autre table et que les informations de chaque table aient un rapport entre elles. On va avoir des données sur les utilisateurs, comme l'identifiant de l'utilisateur, l'email, son mot de passe, son nom, sa date de naissance, etc. Et puis ensuite, on aura des informations sur son profil, des informations sur le paiement. Et pour pouvoir faire en sorte que, eh bien, ces tables communiquent entre elles, en fait, on va voir qu'on a ce qu'on appelle des clés qui vont pouvoir, en fait, permettre de combiner des informations entre différentes tables. Vous pourriez associer dans votre imaginaire chaque table une feuille Excel, si vous le voulez. Mais typiquement, dans la table utilisateur, on aurait un identifiant qui serait également présent dans la table paiement et permettrait donc de relier bien, le montant du paiement à un certain utilisateur. Et de cette même manière, je vais pouvoir combiner deux tables qui soient éloignées à travers des tables intermédiaires. Donc si je veux aller savoir quel est le nom de l'abonnement pris par un certain utilisateur et connaître également son email, eh bien, je vais utiliser cette clé d'utilisateur, mais cette clé de profil également qui sera présente dans cette table. Bon, voilà un petit peu pour l'idée globale.
Et comment est-ce que du coup on vient récolter ces informations depuis ces bases de données? Eh bien, ce sera, vous l'avez deviné, grâce au SQL. Alors, maintenant qu'on a un petit peu ça en tête, bien évidemment, je suppose qu'à travers ces explications d'une quinzaine de minutes, vous n'avez pas forcément tout enregistré et tout compris et tout maîtrisé. Ce n'était pas le but. Le but, c'était vraiment de vous donner un aperçu de pourquoi on voudrait faire du SQL et que vous compreniez un petit peu les bases de ces définitions. Mais maintenant, on va se mettre vraiment ensemble dans un cas pratique et on va essayer de, du coup, aider Netflix dans leurs problématiques qui se posent la question pour 2025, faut-il arrêter de proposer des films et se limiter aux séries? Alors, bon, ça peut paraître de prime abord comme une question bête, mais ça pourrait être une question qu'on peut se poser. Est-ce que, en fait, proposer des films pour Netflix, c'est pas contre-productif? Ouais, bien évidemment qu'on a des problématiques aussi larges que ça. On va avoir des dizaines d'axes d'analyse différentes, des dizaines d'analyses à faire, et du coup, on pourrait s'éparpiller. C'est pour ça que je vous propose qu'on regarde ensemble et qu'on réponde ensemble à une première question très simple. Les séries sont-elles beaucoup plus consommées que les films? Déjà, ça nous donnera une idée de, eh bien, pour répondre à cette problématique, est-ce que les utilisateurs, ils aiment bien les séries ou est-ce qu'ils préfèrent les films ou est-ce que, en fait, peu importe et ça va peut-être dépendre d'autre chose? OK, alors ce que je vous propose du coup maintenant, c'est qu'on se rende, ou en tout cas je vais me rendre, sur un site internet qui s'appelle sqliteonline.com, dans lequel en fait je peux très facilement coder en SQL. L'idée, quand j'arrive sur ce site-là, c'est que bon, je l'ai un petit peu préparé pour ce workshop, mais si je retourne sur un site, on va dire un petit peu. Alors, bon, évidemment, ça m'a quasiment tout enregistré, mais normalement, vous devriez arriver sur une page qui ressemble à ça avec rien du tout. Et ce qui est intéressant avec ce site-là, c'est qu'il va vous permettre à vous de coder en SQL très facilement sans avoir besoin d'installer plein de choses sur votre ordinateur. Pour cela, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir des bases de données à votre disposition. Et très souvent, des bases de données, vous pouvez en avoir très facilement si vous voulez vous entraîner de votre côté après ce workshop parce que ça vous intéresse, en utilisant en fait tout simplement des fichiers CSV ou des fichiers Excel. Une fois que vous avez ces fichiers sur votre ordinateur, il vous suffira de cliquer sur le petit plus ici et de cliquer sur Import. Ensuite, vous cliquerez sur Open. Et puis là, à vous de venir bien choisir le fichier dans lequel vous avez vos informations, par exemple. Vous cliquez sur Ouvrir. Et puis, petit tips, bien penser à regarder l'aperçu de votre table ici. Et très souvent, ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur Column Name First Line pour venir faire remonter la première ligne en tant que titre de la colonne. Et en cliquant sur OK, vous allez voir que dans l'espace à gauche ici, eh bien, il y a une nouvelle table, du coup, qui a été rentrée. Et cette table contient les informations de notre fichier CSV qu'on avait au préalable sur notre ordinateur. Et je peux le voir parce que j'ai des colonnes ici, qui sont en fait les colonnes qui sont dans mon fichier CSV. Alors, je vais refermer cette page, je vais retourner sur la page que j'avais préparée au départ. Et maintenant, notre objectif, c'est de comprendre comment est-ce que je vais pouvoir, une fois que j'ai importé ces tables-là, qui sont 3 tables de Netflix, de la base de données de Netflix, comment est-ce que je vais pouvoir faire du SQL? Alors déjà, dans un premier temps, avant de coder, ce qu'on a envie de faire, c'est toujours d'essayer de comprendre quelles sont les données qu'on a à notre disposition. Et évidemment, de comprendre quel est notre but. Alors pour rappel, notre but, c'était de savoir est-ce que les séries sont beaucoup plus consommées que les films. Une fois que je sais ça, je viens voir, je viens observer un petit peu ce que j'ai comme information dans mes tables. Alors j'ai une table qui s'appelle contenu, une table qui s'appelle historique visionnage et une table qui s'appelle profil. Bon, c'est assez explicite. Très souvent, quand vous êtes en entreprise, les tables, vous les connaissez parce que, bien évidemment, vous comprenez un petit peu ce qui se passe dans votre business, ce qui se passe un peu dans votre entreprise, et c'est souvent assez bien explicité. Mais au-delà de ça, si vous venez d'arriver dans une entreprise, il y a, en tout cas dans les entreprises qui gèrent bien leurs data, ce qu'on appelle des data catalogues, c'est-à-dire des espèces de catalogues, hein, comme son nom l'indique, où en fait, il
il y a une description un petit peu de chaque table et chaque colonne et ce qui s'y trouve et pourquoi est-ce qu'on a cette information-là. Mais du coup, là, globalement, on peut en fait très facilement le voir. J'ai une table contenu qui vient décrire un petit peu en fait, chaque contenu. Et c'est là où je vais par exemple savoir si le type de mon contenu, c'est une série ou bien un film. Et d'autres informations comme son année de sortie, son genre, etc. Je vais avoir une table des profils qui vont m'indiquer quelles sont les personnes, quels sont les profils Netflix qui ont regardé un certain contenu. Je vais connaître leur nom, leur langue, le jour où le profil a été créé. Et puis, j'ai ma table d'historique de visionnage où là, en fait, je vais voir quel contenu a été visionné par quelle personne et potentiellement la progression, donc c'est-à-dire si il a regardé le contenu en entier ou pas. Ok. Déjà, c'est super important de voir ça parce que, en fait, déjà là, on se rend compte qu'on va quand même pouvoir répondre à notre question. Et ça peut sembler un peu bête ce que je viens de dire, mais il y a des fois où on peut vouloir se poser des questions et on va se rendre compte qu'on n'a pas la donnée à notre disposition. Donc, inutile de se lancer dans du code. Ici, on a coché cette première étape et donc maintenant, essayons ensemble de comprendre comment est-ce qu'on peut coder en SQL. Alors, ce que vous voyez à l'écran ici, dans la partie blanche, là, c'est deux choses. Ce que vous voyez en gris, quand je mets des petits tirets, c'est tout simplement des commentaires, du texte, pour qu'on puisse ensemble lire un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et ce que vous voyez en bleu, c'est ce qu'on appelle des commandes SQL. Alors, une commande SQL, c'est en fait tout simplement un mot-clé que votre ordinateur va comprendre pour générer une action. Pour commencer, imaginons que notre objectif, c'est de comprendre comment est-ce que je peux afficher des informations depuis une table. Parce que pour rappel, en fait, c'est ce que SQL va faire. SQL, ça va nous permettre d'aller chercher des informations dans une table et les afficher pour pouvoir faire des analyses. Déjà, commençons par le début. Et la base, vraiment, du SQL, c'est ces deux commandes-là, select et from. La commande select, en français, elle se traduit par sélectionne et extrait une information. Et le from, comme son nom l'indique en anglais, si vous comprenez l'anglais, ça veut dire depuis. Et du coup, on va sélectionner des informations depuis une table. Et du coup, en fait, ça vient assez facilement, une fois qu'on connaît et qu'on comprend un petit peu la mécanique et qu'on connaît les commandes de base. En fait, ce qu'on va vouloir faire, si on veut juste afficher des informations depuis une table, on va sélectionner et on va écrire étoile, parce que étoile, c'est un mot-clé qui vient en fait sélectionner l'ensemble des colonnes. Et on va, par exemple, le faire depuis la table profil. Bon, je la choisis au hasard, mais on pourrait prendre n'importe laquelle. Je mets un point-virgule à la fin. C'est une convention en SQL de terminer ces requêtes. On appelle ça une requête quand on écrit une suite de commandes par un point-virgule. Je viens sélectionner ceci et je clique sur le bouton Run. Et là, vous voyez qu'en bas de mon écran, il y a des informations, il y a des données qui sont affichées. Et effectivement, je vois que j'ai récupéré l'ensemble des informations depuis la table profil. Encore une fois, si je la déroule, je vois qu'à l'intérieur, j'avais 5 colonnes et qu'ici, j'ai 5 colonnes qui ont été affichées et à l'intérieur, toutes les informations de cette table. Ok, bon, jusque-là, on n'est pas allé très loin parce qu'on aurait pu juste ouvrir notre fichier CSV et faire la même chose. Je vous l'accorde. Et si notre objectif, là, c'était d'afficher toutes les informations depuis la table contenu, donc répondons à notre première question, j'aurais fait select étoile from contenu. Je vais cliquer sur Run. Et là, effectivement, de la même manière que je l'ai fait avant pour ma table profil, là, j'ai affiché toutes les informations depuis ma table contenu. OK. Maintenant, allons un petit peu plus loin et essayons de réfléchir comment est-ce que je peux afficher certaines colonnes et pas toutes. Parce que, en fait, je ne vais pas avoir besoin de toutes mes informations. À la place d'utiliser le petit mot-clé étoile, en fait, je vais simplement écrire le nom d'une colonne. Donc, par exemple, si je veux afficher la colonne contenu ID de ma table contenu, il me suffira d'écrire select contenu ID from, et du coup, là, vous l'aurez deviné, la table contenu. Je
mets mon petit point virgule à la fin, je clique sur Run, et vous voyez que là, j'ai bien affiché uniquement les informations nécessaires. Alors, pour afficher plusieurs colonnes, il me suffit d'écrire le nom d'une colonne, de mettre une virgule, et de mettre le nom d'une autre colonne, tout simplement. Je sélectionne ce que je veux lancer, vous voyez, hop, ça y est, j'ai bien affiché mes 2 colonnes cette fois-ci. Top. Alors, maintenant, répondons à notre deuxième objectif pour aller pas à pas vers notre réponse de est-ce que les personnes regardent plutôt des films ou plutôt des séries? Et ici, on va essayer d'afficher des informations intéressantes qui seraient les titres, le type, donc le genre, si c'est un film ou une série, et l'année de sortie. Donc, de la même manière, on fait select titre contenu, qui indique les titres, type contenu qui indique le genre, donc si c'est une série ou si c'est un film, et la colonne année sortie. From contenu. Et là, petit bonus, je vous rajoute une nouvelle commande qui s'appelle limit. Alors, limit, encore une fois, vous voyez, les noms sont assez faciles de compréhension. Ça va simplement limiter l'affichage. Et au lieu d'afficher l'entièreté des choses, ça va afficher seulement les 10 premières. Hop là. Du coup, je sélectionne tout ceci, je clique sur Run, et là, j'ai bien affiché mes 3 colonnes avec les informations qui nous intéressent, connaître le titre des contenus, le type des contenus et leur année de sortie, parce qu'on peut potentiellement vouloir aussi focaliser notre analyse sur est-ce que dernièrement, on regarde plutôt des séries ou des films. Et j'en ai affiché que 10, vous voyez ici en descendant qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors l'intérêt du limit, vous allez le voir, c'est très souvent d'afficher des tops, donc le top 10 par exemple, mais ça on le verra juste après. Ok, c'est super, on sait afficher des informations, mais maintenant on veut un peu travailler dessus. Parce que, encore une fois, vous allez me dire, Antoine, c'est sympa, mais là, tout ça, je peux le faire sur Excel. Alors oui, vous avez raison, mais à savoir que l'avantage du SQL, c'est qu'une fois que vous avez écrit cette requête-là, eh bien, demain, nous sommes en 2026, toutes les données ont été mises à jour. Vu que vous avez déjà écrit votre requête, il vous suffit de la relancer ou bien d'avoir un data engineer qui automatise le lancement de ces différentes requêtes et vous n'aurez rien à faire. Typiquement, un contrôleur de gestion qui va tous les mois calculer à la main le profit, il lui suffirait d'écrire une fois une requête SQL et en fait, elle va se lancer tous les mois et il va obtenir son résultat directement. C'est aussi ça le grand avantage du SQL, c'est que on passe plus de temps à écrire du code, mais c'est pour automatiser toutes nos analyses. Enfin bref, imaginons maintenant que je veuille filtrer des informations. Nouveau mot-clé, nouvelle action, on va utiliser le mot-clé where. Alors si je reprends ici, par exemple, ce que j'avais fait juste avant, et que je veux indiquer, alors je vais rajouter, est-ce que j'ai l'année de sortie là-dedans? Non, je vais, si, tout à fait. Je vais rajouter l'année de sortie ici pour qu'on vérifie ensemble qu'on affiche uniquement les contenus qui sont sortis en 2021. Et bien, il me suffit d'écrire where, le nom de ma colonne, et là, je peux utiliser plusieurs opérateurs. Je pourrais dire que mon année de sortie est égale à 2021. Mais je pourrais aussi faire année de sortie supérieure à 2021, inférieure, différent, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Et je pourrais même afficher plusieurs conditions. Et pour cela, j'utiliserai le mot-clé soit AND, si je veux que 2 conditions soient vérifiées ensemble, ou le mot-clé OR, si je veux qu'une condition soit vérifiée, ou bien une autre. Et je peux comme ça cumuler des conditions et du coup faire plusieurs filtres. Mais bon, restons simples pour l'instant. Et du coup, en lançant cette commande-là, eh bien, je vois que j'ai affiché des informations sur des contenus qui sont exclusivement sortis en 2021. Et là, je le vois ici en scrollant, vous voyez que j'ai que des années 2021. Bon bah top, nouveau mot-clé dans notre poche, et du coup, on peut continuer à avancer et se poser la question, si on veut afficher les titres, l'année de série sortie à partir de 2023 compris, eh bien,
Alors, il y a une petite erreur ici. Hop. Je vais sélectionner du coup, toujours comme on l'a fait précédemment, hein, les différentes choses qu'on veut afficher. Ça, on commence à être à l'aise. Select, le nom des colonnes séparées par des virgules. From, depuis ma table, parce qu'il est important de préciser depuis quelle table on va chercher les informations. Et ensuite, where type de contenu égale série. Et là, vous voyez que, contrairement à tout à l'heure, vu que je ne cherche pas un chiffre, mais que je cherche du texte, je viens rajouter une petite apostrophe avant le texte. C'est comme ça que votre ordinateur va comprendre qu'il cherche du texte et pas des chiffres dans la colonne. Et je viens rajouter ma deuxième condition avec le mot-clé end, année de sortie supérieure à 2022, pour être certain que j'ai 2023 compris et la suite. Et donc, je viens sélectionner tout ceci, je clique sur Run, et je vois qu'effectivement, ça fonctionne, puisque j'ai récupéré, vous voyez dans cette colonne, uniquement des séries qui sont sorties soit en 2024, soit en 2023. Et là, vous commencez un petit peu à comprendre la mécanique du SQL, qui en fait est assez simple, mine de rien. On utilise un mot-clé, et on vient indiquer, eh bien, dans ce mot-clé-là, sur quelle colonne on travaille ou sur quelle table on travaille. Et du coup, si maintenant on veut non pas venir filtrer des choses, mais faire une agrégation, donc par exemple pour bien calculer un maximum, un minimum, compter, voilà, faire des agrégations, eh bien on a un mot-clé qui va s'appeler group by, qui va nous permettre de faire ces agrégations-là. Pour cela, eh bien encore une fois, prenons une question, afficher le nombre de contenus vus par chaque profil. Là, ça peut être intéressant parce qu'on s'approche un petit peu plus de notre objectif qui était de savoir est-ce que eh bien, les personnes en général regardent plus de films ou de séries. Bon, là, on ne va pas le faire au global, on va le faire comme, mais du coup, ça va pouvoir nous permettre eh bien, aussi peut-être de plus tard aller creuser un peu dans notre analyse et de se dire, OK, peut-être en fonction d'une typologie de profil, on peut plus cibler de séries ou d'autres typologies de profils plus cibler des films. Comment faire ça? Eh bien, tout simplement, il faut connaître le mot-clé group by et connaître les mots-clés d'agrégation qui lui sont associés. Alors, il y en a des différents. Il y a max pour le maximum, min pour le minimum, count pour compter et d'autres. Celui qu'on va utiliser actuellement, c'est count parce qu'on va vouloir en fait compter eh bien, le nombre de fois qu'on a vu un contenu par profil. Et en le disant un petit peu comme ça en français, eh bien, en fait, on arrive à déjà un peu imaginer ce qu'on va vouloir écrire en SQL, puisque je veux afficher le profil et le compte de ce qui a été vu. Et alors, qu'est-ce qui a été vu? C'est en fait l'historique, hein, tout simplement. Et donc, je vais tout de suite vouloir écrire select profile ID. Alors ça, je peux le trouver en regardant dans ma table profil et regarder le nom de la colonne et virgule, et rajouter count, du coup, le compte de mon historique ID. Donc, à chaque fois qu'il y a une personne qui aura lu un contenu, que ce soit un film ou une série, eh bien, il va pouvoir eh bien, compter, OK, il y a Monique qui a regardé une série, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et SQL va comme ça compter chaque ligne. Alors là, je vous rajoute un petit truc supplémentaire, le as qui va pouvoir vous permettre de renommer une colonne. Donc en fait, au lieu que cette colonne s'appelle Count Historic ID, elle va s'appeler nombre de contenus vus. C'est souvent très utilisé pour justement venir faire en sorte que eh bien, notre affichage soit un petit peu plus parlant. Encore une fois, je veux sélectionner ces informations, je veux les afficher, et il faut eh bien, que notre ordinateur aille les chercher dans une table. Eh bien, ces informations, elles se trouvent dans la table qui s'appelle historique-du-8 visionnage. Et OK, c'est super, sauf que moi, ce que je veux faire, c'est que je veux afficher le nombre qui a été vu, mais je veux le séparer par profil. Et du coup, pour le séparer par profil et faire cette fameuse agrégation, eh bien, j'utilise tout simplement le mot-clé group by et je réfléchis par quoi est-ce que je veux le grouper, par profil, et donc j'inscris profil ID. Je clique sur Run et ça fonctionne.
Et là, on commence à s'approcher aussi et à comprendre la puissance du SQL. Qu'en seulement 3 lignes, eh bien, on arrive à faire des agrégations assez précises. Et effectivement, c'est des choses qu'on peut aussi faire en low-code, en no-code sur Excel, mais on commence à voir un peu la puissance du SQL qui nous permet de le faire pratiquement plus rapidement. Alors que sur SQL, grâce à SQL, tout est automatisé. Mais alors là, c'est super. Mais la vraie différence, là où on va réussir à avoir énormément de valeur ajoutée, c'est quand on va non pas venir sélectionner des informations, filtrer des infos, grouper des infos sur une table, mais quand on va réussir à obtenir des informations depuis plusieurs tables. Parce qu'elle est là aussi toute la puissance du SQL, c'est que je ne vais pas avoir besoin de copier-coller des trucs depuis différents fichiers Excel, mais je vais vraiment, en fait, tout simplement pouvoir sélectionner des informations depuis plusieurs tables différentes. Et pour cela, le mot-clé, c'est le mot-clé inner join. Join pour ce qu'on appelle une jointure. Une jointure, c'est vraiment rassembler, joindre deux tables ensemble. Alors, maintenant qu'on a ces mots-clés en tête, on va se poser la question, affichons maintenant qui a vu quel contenu et quel jour. Alors, je fais exprès de poser cette question-là parce que si je veux savoir qui a vu quel contenu et quel jour, je n'ai évidemment pas ces informations dans une seule table. J'ai ces informations dans, en fait, mes 3 tables différentes. Qui a vu le contenu? C'est, le nom du profil. Puisque si je veux savoir qui, je pourrais éventuellement me dire que le profil ID, mais dans notre cas, on veut vraiment le nom. Le nom, il n'est que dans la table profil. Quel contenu? C'est le titre du contenu. Et je vois que le titre du contenu n'est pas dans ma table ici. Mais que le titre du contenu, il est dans la table contenu. Et quel jour, vu le, c'est-à-dire à quel moment est-ce que le contenu a été vu, c'est dans la 3e table, qui est la table d'historique visionnage. Alors, encore une fois, là, la mécanique, vous commencez à l'avoir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va select ces 3 informations. Et là, vous voyez qu'il y a une petite différence par rapport à avant, c'est que j'ai rajouté des petits trucs devant mes noms de colonnes, mais on va y venir. Ces petits trucs, c'est ce qu'on appelle des alias. Et des alias, c'est simplement quand on fait des jointures, on vient venir identifier le nom de la table avec un alias. Et c'est ce qu'on va faire. Pour faire une jointure, déjà, j'indique en fait, et là arbitrairement, vous pourriez choisir n'importe quelle table, l'ordre n'a pas d'importance. Pour ma part, j'ai choisi de commencer par historique visionnage. Et donc, je vais dire à SQL, va me chercher toutes ces infos depuis la table historique visionnage, que on va appeler HV, pour que ce soit plus simple. Et je lui dis, par contre, attention, tu ne vas pas me chercher des données seulement depuis cette table, mais tu vas me chercher des données depuis cette table que tu vas joindre à la table profil, qu'on va renommer P, pour que ce soit plus simple. Là, le problème, c'est qu'SQL tout seul, il ne peut pas forcément deviner comment est-ce qu'on joint les tables entre elles. Et ça, c'est à nous de lui indiquer. Et c'est pour ça qu'on utilise le mot-clé on, qui vient indiquer que, en fait, une ligne dans la table historique visionnage dans laquelle tu cibles l'information du profil ID correspondra à une ligne dans laquelle tu cibles le même profil ID dans ma table profil. Et du coup, on va faire correspondre des informations aux bons endroits puisqu'on va les faire correspondre par rapport à une colonne qui est similaire entre les deux tables. Et de la même manière, je vais lui dire, mais tu ne t'arrêtes pas là, et tu vas aussi aller chercher des informations dans ma table contenu, et cette fois-ci, l'information commune entre contenu et tout ce qu'on a déjà, c'est le contenu ID qui se trouve aussi dans la table historique visionnage. Et du coup, je réutilise ce fameux mot-clé on avec mes 2 colonnes contenu ID. Simplement, petite précision, pour que SQL sache où aller, pour aller chercher les noms de colonnes, en fait, on lui indique l'alias de la table et on met un petit point.
et on accole la colonne. Et en fait, lui, ça lui permet d'aller plus facilement chercher la colonne dans la bonne table. Enfin bref, si je sélectionne tout ça et que je le lance, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va effectivement récupérer le nom du profil de la personne avec le titre du contenu qu'il a vu une certaine journée. Alors, petite parenthèse, le titre du contenu ressemble un peu à rien parce qu'on a anonymisé les données, heu, mais voilà, un petit peu pour l'idée. Et là est toute la puissance du SQL. Si je veux, par exemple, venir afficher le nom du contenu le plus vu, et c'est là où ça va demander un petit peu de concentration, c'est qu'on va en fait, eh bien, réutiliser un petit peu toutes les différentes commandes qu'on a apprises. Parce que les commandes s'écrivent, vous l'avez peut-être remarqué, dans un certain ordre, mais je peux toutes les utiliser ensemble. Et du coup, dans cet exemple, si je veux afficher le nom du contenu le plus vu, je vais pouvoir réutiliser des jointures, des agrégations, une extraction, et je vais pouvoir aussi rajouter une nouvelle manière de trier l'information, qui est le order by, qui lui va ordonner mes infos. Pour rappel, en fait, c'est pas si compliqué que ça, parce que on a tout à l'heure réussi à compter les contenus les plus vus. Pour rappel, on avait utilisé count de historic ID, qui me contenait en fait le nombre de contenus qui avaient été vus. Et il me suffit ensuite de récupérer le titre du contenu. Et également le type de contenu, par exemple, si on veut aussi vérifier si c'est une série ou un film. Alors, ces informations, elles sont dans 2 tables différentes, mais il me suffit de récupérer la jointure que j'ai créée tout à l'heure dans la requête d'avant, qui était celle-ci, pour aller récupérer des informations à la fois sur l'historic ID, qui est dans cette table-là, et à la fois sur le titre des contenus, qui est dans la table contenu. Donc, il me suffirait en fait de copier-coller cette ligne-là. Et puis ensuite, je me souviens que ici, j'ai aussi voulu grouper par profil. Donc, je récupère cette information. Et la seule chose que je dois rajouter ensuite, c'est la partie tri, la partie ordonnancement pour, eh bien, faire en sorte que là, le contenu, la personne, le titre, pardon, le titre de contenu qui a été le plus vu s'affiche en premier. Et du coup, je vais sélectionner tout ceci pour qu'on le vérifie ensemble. Et je vois qu'effectivement, j'ai mon nombre de contenus vus et le titre du contenu qui s'affiche et qui est bien ordonné. Et pour rappel, pour afficher uniquement le premier, eh bien, on utilise ce fameux mot-clé limite, qui lui, du coup, va afficher seulement le premier. Et là, vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on peut réussir à non seulement combiner toutes les différentes commandes SQL ensemble, mais surtout aussi un petit peu la méthodologie pour aller répondre à une question en SQL, puisque en fait, on va pas à pas aussi venir essayer de chercher de l'info, puis filtrer de l'info, puis grouper de l'info, puis joindre de l'info. Et en fait, pas à pas, on peut réutiliser des choses qu'on a déjà faites. Pas à pas, aussi, venir essayer de chercher de l'info, puis filtrer de l'info, puis grouper de l'info, puis joindre de l'info. Et en fait, pas à pas, on peut réutiliser des choses qu'on a déjà faites. Et donc, très souvent, on se retrouve avec des requêtes à rallonge, mais on ne les écrit pas d'un coup. On essaie petit à petit de tâtonner. Et c'est pour ça que si on veut répondre à notre question et qu'on souhaite savoir quel type de contenu est le plus regardé entre les séries et les films, eh bien, on pourrait du coup répondre à notre question et écrire cette requête-là, qui viendrait, eh bien, encore une fois, compter le nombre de fois où des choses ont été vues. Cette fois-ci, on ne va pas le grouper par profil, mais plutôt par type de contenu, puisque cette fois-ci, on veut, eh bien, compter le nombre de séries qui ont été vues et le nombre de films qui ont été vus. Donc, je vais plutôt faire group by type de contenu. Toutes ces infos, je vais les chercher comme d'habitude depuis mes 2 tables historique visionnage et ma table contenu. Et puis ensuite, juste histoire de, je vais les ordonner par nombre de visionnages, qui est l'information que j'ai créée ici, qui va compter les différentes fois où on a visionné quelque chose en fonction du type de contenu. Et je vais simplement rajouter le mot-clé desk, qui veut dire descendant, c'est-à-dire qu'on va afficher le plus grand d'abord et le plus petit ensuite.
Et du coup, en lançant cette requête, eh bien, je vois qu'on a vu 106 films et 95 épisodes de série. Alors ensuite, à nous de répondre à la question sur l'extrait de jeu de données des, eh bien, on le voit ici, 200 visionnages qu'on nous a donnés. On n'a pas vraiment l'impression qu'il y a une différence entre le nombre de films et le nombre de séries, parce que c'est quand même des chiffres assez proches. Et donc, on pourrait eh bien, répondre à notre premier axe d'analyse en disant que les séries ne sont pas forcément beaucoup plus consommées que les films et qu'on a besoin de continuer de creuser avec d'autres données, comme par exemple de connaître les coûts de production des films, les coûts d'achat des séries, etc., etc. Et voilà, ça conclut un petit peu notre initiation au SQL. Alors, évidemment, beaucoup d'infos, mais ce qu'il faut un petit peu de cette initiation, c'est une base de données, elle est souvent composée de plusieurs tables. Et cet ensemble de tables, c'est ce qu'on appelle le schéma relationnel. Pour rappel, c'est ce petit truc qu'on a vu juste ensemble. Ensuite, les tables, elles peuvent être liées entre elles grâce à ces fameuses clés de jointure. Et c'est important de les comprendre parce que, en fait, c'est ça qui va pouvoir vous permettre d'indiquer, eh bien, dans le inner join, où est-ce qu'on fait la jointure et du coup, relier les tables de la bonne manière. Pour communiquer avec une base de données, on utilise le SQL pour écrire ce qu'on appelle des requêtes. Ces requêtes, on peut les écrire dans des éditeurs SQL comme SQLite Online qu'on a utilisé ensemble aujourd'hui. Et pour chaque requête, on va spécifier quelle colonne on veut afficher grâce à la commande select, depuis quelle table grâce à la commande from. Et ensuite, on peut ajouter des conditions à nos requêtes comme avec le where. Et puis, il y a d'autres commandes qui existent, comme le join pour la jointure, le group by pour les agrégations, le limit pour afficher seulement certaines choses, et le order by pour ordonner. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de connaître tout ça par cœur, puisque dans tous les cas, il y a un super site qui s'appelle sql.sh, qui en fait vient, c'est un site qui a été créé par les créateurs de SQL, qui vient référencer vraiment toutes les commandes SQL qui existent. Donc en fait, c'est de la documentation SQL, il vous suffit de la lire pour essayer de trouver. Et dans tous les cas, vous trouverez relativement facilement. Et voilà, ça conclut notre initiation. Alors, on a un petit cadeau pour vous. Comme je vous le disais juste avant, je ne vous spoil pas, vous allez recevoir par mail juste après le workshop. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, on va vous envoyer un petit lien dans le chat où vous pourrez obtenir des conseils personnalisés avec nos experts et nos conseillers data. On a également un cours gratuit sur le SQL si vous avez envie eh bien, de pas à pas venir mieux comprendre, venir pratiquer vous-même sur SQLite Online. On vous donne des bases de données, vous pouvez travailler dessus, on vous accompagne, on vous donne des exercices. C'est totalement gratuit. On va aussi vous envoyer le lien dans le chat. Encore une fois, évidemment, ça n'aura pas fait de vous en une heure des experts SQL, mais je vous conseille du coup de pourquoi pas aller jeter un coup d'œil à notre cours gratuit, essayer d'un peu approfondir avec différentes je pense qu'il y a des super vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de ressources intéressantes. Et puis, si vraiment le SQL ou la data au global vous intéresse, eh bien, encore une fois, n'hésitez pas à contacter un conseiller directement. Ça nous fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous dans tous les cas. Je vous remercie encore une fois. Merci pour les gentils messages sur le chat. Le coin stat sur YouTube, je vois. Effectivement, je connais, c'est pas mal du tout. Eh bien, bon appétit à tous et à tous et bonne fin de semaine.